La trilogie du Hobbit, réalisée par Peter Jackson, 9 ans après Le Seigneur des Anneaux, n'a pas manqué de décevoir une grande partie des fans de la première heure, malgré les très bons résultats au box-office, prouvant que le grand public a plutôt bien accueilli cette trilogie sur la durée. Même si le budget de toute la trilogie, en incluant celui de la promotion, a quand même approché le milliard de dollars. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi les effets spéciaux du Hobbit ont tant fait parler d'eux, souvent en négatif, ce qui nous amène forcément à le comparer à son grand frère, Le Seigneur des Anneaux. Je vous invite d'ailleurs à voir ma série de vidéos sortie il y a 4 ans sur les 3 films, si ce n'est pas déjà fait. Good. Il faut d'abord placer les deux trilogies dans leur contexte respectif. Le Seigneur des Anneaux est sorti entre 2001 et 2003 et provoqua un véritable raz-de-marée dans l'industrie des effets spéciaux, en faisant découvrir au grand public les studios Weta Workshop et Weta Digital, deux studios complémentaires représentant les deux facettes de leur industrie, à savoir les effets spéciaux pour l'un avec la création de maquettes, maquillages et prothèses, et les effets visuels pour l'autre avec la création et la manipulation d'images réalisées sur ordinateur. L'image de synthèse émerge à cette époque à une vitesse exponentielle depuis une dizaine d'années, puisqu'il y a tout à inventer, ce qui en fait un art en plein développement, d'une grande complexité et coûtant beaucoup d'argent. Le premier rapport de Weta Digital à son industrie est la capacité de pouvoir créer de gigantesques scènes de bataille, réalisées à l'aide d'une intelligence artificielle qui génère des milliers de soldats, effectuant des mouvements préenregistrés en motion capture. La menace fantôme avait plus ou moins essayé de mettre en place une foule virtuelle intelligente, mais c'est réellement la communauté de l'anneau en 2001 qui va installer les bases avec le logiciel Massive. Le second apport de Weta à l'industrie est la possibilité de donner vie à des personnages et créatures d'un haut niveau de réalisme aussi bien dans leur apparence que dans leurs mouvements. Le plus important étant bien sûr Gollum, interprété par Andy Serkis, qui pose les bases de toute la décennie à venir en termes de création de personnages photoréalistes. Il est intéressant de constater que ces grands films de début de décennie vont influencer et aider à la création d'un autre grand film de fin de décennie, Avatar. Et ce même Avatar va à son tour influencer et aider à la création de la trilogie du Hobbit. Par le biais des mêmes studios d'effets spéciaux, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, pour le meilleur et pour le pire. Une autre influence majeure est bien sûr le Tintin de Steven Spielberg, que Peter Jackson a coproduit, en étant présent sur le tournage et en ayant supervisé une bonne partie de la post-production. Il ne fait aucun doute que la réalisation virtuose de Spielberg, qui fait preuve de beaucoup d'aisance et de créativité dans sa mise en scène virtuelle, est beaucoup inspiré de Jackson pour le Hobbit. Avant de juger la trilogie du Hobbit trop hâtivement, il est important d'avoir conscience que ces films ont été réalisés dans des conditions particulièrement chaotiques. Je ne vais pas vous faire tout l'historique, ce serait beaucoup trop long, donc je vous conseille fortement la vidéo de la chaîne du Ciné-Club de Monsieur Bobine, qui est absolument passionnante. Pour la faire courte, en avril 2008, Guillermo del Toro est engagé comme réalisateur et co-scénariste, aux côtés de Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens, la belle équipe de l'époque. Mais en mai 2010, après 2 années de travail sur le script et la création depuis quelques mois des designs des créatures, accessoires, animatroniques et décors, les retards perpétuels de production dus aux problèmes financiers du studio MGM ont raison de Del Toro qui finit par quitter le navire. Lassé de voir le tournage constamment repoussé, ce qui l'empêchait aussi d'assurer d'autres projets ultérieurs auxquels il était rattaché. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse serait plutôt que la Warner et la MGM veulent que ce soit Peter Jackson, l'homme qui a orchestré le succès planétaire du Seigneur des Anneaux, qui réalise le Hobbit, ce qui pousse inévitablement Del Toro vers la sortie. Quelques mois après son départ, Jackson récupère le poste de réalisateur à contre-cœur, ce qui l'oblige à logiquement repenser une grande partie de la direction artistique des films. Étant donné que beaucoup d'argent a déjà été dépensé dans la pré-production, le studio refuse de reporter à nouveau les films qui doivent donc sortir le plus rapidement possible, c'est-à-dire en décembre 2012 pour le premier. Et là où sur la précédente trilogie, Jackson et Weta Workshop ont eu 2 ans et demi de préparation, soit 18 mois pour concevoir toutes les maquettes, décors, costumes et accessoires, sur le Hobbit, ils doivent abattre la même quantité de travail en seulement 5 mois. C'est un peu short. Le tournage commence alors le 21 mars 2011, par conséquent il faut bien comprendre que la réalisation du Hobbit, pendant 4 ans, c'était ça. Comme je le disais, la sortie d'Avatar en décembre 2009 a complètement chamboulé Hollywood, car en plus d'avoir sérieusement relancé le relief au cinéma, il a montré pour la première fois que l'on pouvait faire un film entier avec des environnements et personnages virtuels qui soient tout à fait crédibles et réalistes sur la durée. Forcément, une révolution pareille invite les réalisateurs à s'affranchir des limites technologiques auxquelles ils étaient habitués pour expérimenter davantage avec le numérique. On n'oublie pas Robert Zemeckis qui a été le tout premier à expérimenter ce qu'on appelle le cinéma virtuel, un terme qui englobe plus ou moins l'utilisation du relief et de la performance capture. Cameron l'a suivi,
puis Spielberg. C'est donc tout naturellement que Jackson décide dès 2010 que les films Hobbit seront tournés en 3D relief. À cela s'ajoute un outil supplémentaire qui avait déjà intéressé Cameron pour Avatar quelques années plus tôt, il s'agit du HFR, consistant à tourner à une cadence d'image plus élevée que les 24 images par seconde traditionnelles, en l'occurrence en 48 images par seconde dans le cas présent. L'apport de cet outil se fait surtout ressentir pour le relief qui lui permet d'être beaucoup plus agréable à regarder, notamment en réduisant de moitié le flou de mouvement causé par les mouvements de caméra ou le sujet dans le cadre. Au niveau des VFX, 48 images par seconde veut dire 2 fois plus d'images à traiter, notamment en ce qui concerne le fond vert et la rotoscopie, c'est-à-dire le détourage. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce changement a plutôt été bénéfique, car même s'il y a 2 fois plus d'images à détourer, la réduction du flou de mouvement due au HFR facilite justement la rotoscopie puisque les bords d'un décor ou d'un personnage sont plus nets. Le Seigneur des Anneaux montrait une grande quantité de personnages et d'archétypes de différentes tailles. Il fallait donc gérer les différences d'échelle sur la quasi-intégralité des films, ce qui impliquait d'utiliser des techniques différentes en fonction de chaque plan. Sur certains d'entre eux, on faisait déjà des incrustations de fond bleu. Mais la méthode la plus intéressante était réalisée sur le tournage par le biais de la perspective forcée, qui consiste à placer un acteur plus proche ou éloigné de la caméra, donnant l'illusion qu'il est plus petit ou plus grand que son partenaire de jeu. L'utilisation de cette technique sur la trilogie l'a rendue particulièrement populaire et fonctionnait à merveille. Évidemment, l'arrivée du relief sur le Hobbit rend cette méthode absolument impossible, puisqu'elle est basée sur un trompe-l'œil qui élimine la perception de la profondeur. Or, le relief sert justement à reproduire la profondeur naturelle d'un lieu. Les solutions mises en place, en particulier pour le traitement de Gandalf, qui est plus grand que les autres, consistent soit à le placer sur une plateforme surélevée, soit à l'entourer de doubleurs de petite taille, soit à le détourer au compositing pour l'agrandir, ou alors le filmer sur fond vert. Peter Jackson adore l'idée d'utiliser la rotoscopie pour agrandir Gandalf, chose qu'il n'avait tout simplement pas envisagé de faire à l'époque, alors qu'il aurait aimé, surtout que c'était déjà faisable. La dernière solution du fond vert se révéla être un véritable cauchemar pour l'acteur Ian McKellen, qui ne supporta pas de devoir parler à des balles de tennis pendant de nombreux jours. I'm sorry, everybody. Pour le mélanger avec les nains et Bilbo, ils mettent au point ce qu'ils appellent une caméra de motion control esclave. L'idée est d'avoir 2 caméras programmées pour effectuer des mouvements identiques que l'on peut répéter à l'envi. La première caméra filme les nains et Bilbo dans le décor normal de cul-de-sac, tandis que la seconde caméra filme Gandalf sur fond vert à une échelle différente, dans un décor proportionnellement plus petit. Les 2 décors ont des repères identiques mais à une échelle différente. Et le but du jeu est de faire en sorte que les nains et Bilbo, en temps réel, soient parfaitement synchronisés dans leur déplacement et direction de regard par rapport à Gandalf. He's late is all. He traveled north to a meeting of our kin. He will come. Mr. Gandalf, a little glass of red wine as requested. It's got a fruity bouquet. Ah, cheers. Autre fait important sur le Hobbit, qui, contrairement à la précédente trilogie, ne présente aucune maquette. Il y a plusieurs raisons à cela, la première est que la gestion du relief peut devenir assez compliquée avec une maquette, du fait de sa petite taille et des éventuelles triches de perspective que l'on peut faire. Encore plus lorsque celle-ci est intégrée dans un décor réel ou virtuel avec des valeurs de relief différents. Ensuite, le tournage en 48 images par seconde fait que les caméras capturent 2 fois plus de détails qu'auparavant. Les maquettes devraient donc être 2 fois plus détaillées. Et bien sûr, il ne faut pas oublier un paramètre non négligeable, qu'ils n'avaient littéralement pas le temps de faire des maquettes en fait. Mais l'argument principal du tout numérique pour Peter Jackson est de pouvoir contrôler plus facilement la mise en place des environnements, mais aussi et surtout les cadrages et mouvements de caméra. Comme en témoigne toute la séquence d'action dans la caverne des Gobelins, avec ses mouvements aériens extrêmement dynamiques qu'il aurait été compliqué de faire avec des maquettes. Ce choix anti-maquette permet de faciliter la création des films, tout en s'autorisant plus de liberté dans la mise en scène. Maintenant, toute la question est de savoir si cette liberté est nécessaire. Concernant les orques et gobelins, il est intéressant de savoir que Jackson était frustré sur la précédente trilogie de ne pas pouvoir aller plus loin dans l'étrangeté des designs. Sur le Hobbit, Weta Workshop fabrique des costumes de gobelins avec des têtes animatroniques. Mais le poids des costumes et la difficulté pour les acteurs d'interpréter la gestuelle des créatures poussent Jackson à remplacer tous les gobelins par des versions numériques. Il peut alors se permettre davantage d'action et de mouvement sur les créatures.
Pour le grand méchant de l'histoire, Azog, Jackson se rend compte en plein milieu du tournage que le design ne fonctionne pas et décide donc de le redesigner pour le remplacer en post-prod. Un acteur le joue alors en performance capture et Weta est à 6 semaines de la livraison finale du premier film lorsqu'ils doivent terminer tous les plans du personnage. Tous ces changements de dernière minute sont simplement le résultat d'un manque de préparation et de films qui se font dans l'urgence, où les designs sont à moitié validés et les costumes et animatroniques terminés la veille pour le lendemain. En revenant un peu en arrière, on se rend compte que ce sentiment d'urgence a toujours été la marque de fabrique de Jackson. Il adore trouver de nouvelles idées même quand il n'a plus le temps, et clairement les artistes chez Weta Digital en bavaient déjà pour sortir les 799 plans des 2 tours, ou encore les 1488 plans du Retour du Roi. We are under 5 weeks away from delivery, and we have just about the same number of shots that we delivered in the entire of film 1 to go. About 540 shots to go. Déjà à l'époque, il n'hésitait pas à rajouter des quantités de travail au dernier moment pour créer des raccords entre des plans, ou même en créer des nouveaux. Je pense notamment à tous les trolls qu'il fallait rajouter au dernier moment dans cette séquence du Retour du Roi par exemple. Le dernier plan du premier Hobbit, où l'on voit l'œil du dragon pour la première fois, a été terminé à l'arrache 2 ou 3 jours avant l'avant-première. Bon, pour de l'arrache, c'est quand même pas dégueu, on va pas se mentir. Le nombre de plans truqués numériquement dans le film était au départ de 800, pour finalement terminer à 2400, soit le triple. Ça donne une plutôt bonne idée de l'organisation générale. Et on comprend mieux pourquoi ils ont bossé 70 heures par semaine, week-end compris. Comme vous le savez sûrement, le Hobbit était prévu comme un diptyque pour en fin de compte se terminer en trilogie. Ce passage de 2 à 3 films est à la fois une décision commerciale de la Warner, mais est également une opportunité pour Peter Jackson de gagner du temps afin de mettre en place la bataille des 5 armées qui est encore inexistante. La raison est que lors du tournage de la bataille en 2012, le scénario n'était pas fini et la production n'avait pas eu le temps de se pencher sur cette imposante partie du film. En gros, ils filmaient des plans à droite à gauche sans avoir littéralement la moindre idée de ce qu'ils faisaient. Ils ont commencé à réfléchir à la bataille en 2013, mais c'est réellement en mai 2014, soit 7 mois avant la sortie, qu'ils ont commencé à réellement tout planifier et orchestrer. D'ailleurs, c'est le seul film à ne pas avoir eu de reshoot avec les acteurs pendant l'été, mais uniquement des modifications et ajouts numériques. Un des changements les plus étranges concerne le personnage de Dain, qui est clairement présenté en image de synthèse alors qu'un acteur avait été filmé en costume. Une bonne partie de la bataille est d'ailleurs jouée en motion capture par 12 acteurs qui interprètent une multitude de mouvements et de combats différents. Par conséquent, rajouter un film permet de décaler d'1 an le dernier qui pose problème. Ce qui fait que le nouveau deuxième film, après un nouveau montage, se retrouve dépourvu d'une séquence d'action finale. C'est alors qu'ils ajoutent au dernier moment la séquence de la fonderie. Elle est tournée à l'été 2013 avec des acteurs entièrement sur fond vert. En novembre de cette même année, un mois avant la livraison finale, les animateurs bloquent toute la séquence, c'est-à-dire que tous les décors et animations sont en place, pour permettre au réalisateur de tourner les plans avec sa caméra virtuelle. La situation pour les graphistes est évidemment très tendue, mais Jackson s'éclate à filmer tout seul la séquence dans un volume, à choisir les angles et mouvements de caméra à la main. Ce que je peux comprendre en soi, ça doit être plutôt marrant à faire. Une fois filmé, il fait le montage et l'envoie à Weta 2-3 semaines avant la deadline. Ils ont alors 2 semaines pour finir toute cette séquence de fin. Un sacré bordel. Sachant qu'il y a 4 fois plus d'images à faire dans chaque plan qu'un film classique, à cause du relief, pour les 2 yeux, et du HFR, 2 fois plus d'images. Mais bon, malgré des post-productions à la limite de l'improvisation, cela n'a pas empêché Weta d'avoir le temps de concevoir les 2 personnages les plus réussis techniquement de la trilogie, à savoir Gollum et le dragon Smaug. En 2001-2002, le Gollum du Seigneur des Anneaux avait été modélisé à l'ancienne. Mais en 2012, le modèle 3D est sculpté dans les logiciels ZBrush ou Mudbox. Donc il est entièrement refait avec une attention particulière sur les yeux et les différentes couches présentes. Les textures et le traitement de la peau sont plus réalistes. Et bien sûr, les muscles et articulations sur le corps et surtout le visage se sont multipliés pour permettre de reproduire avec le plus de justesse possible la performance complexe d'Andy Serkis. On note également que les pupilles de Gollum se dilatent lorsqu'il redevient Sméagol. Le travail sur le modèle 3D de Smaug dure 2 ans, l'acteur Benedict Cumberbatch est choisi pour donner la voix au dragon. Et je sais que les images le montrant en performance capture en train de jouer comme un reptile en a interpellé plus d'un. En réalité, les mouvements et expressions faciales de l'acteur n'ont pas du tout été enregistrés ou alors pour le fun, puisque c'est évidemment impossible à retranscrire sur le modèle d'un dragon, faut quand même pas déconner.
Toutefois, de la même manière qu'Andy Serkis a interprété Gollum, le fait de filmer un acteur pour jouer un personnage virtuel avec autant de personnalité est une aide extrêmement précieuse pour les animateurs qui peuvent animer le personnage en voyant toutes les subtilités de jeu qu'ils doivent ajouter. Le visage de Smaug a d'ailleurs un grand nombre de points de contrôle pour animer le moindre centimètre cube de son visage. Ce qui donne au final un personnage très impressionnant et vraiment réussi. On peut mentionner également la séquence des tonneaux qui demande un effort considérable à Weta pour les simulations d'eau, notamment lorsqu'il n'y en a pas du tout sur le tournage, où les acteurs sont debout dans des tonneaux posés sur des roulettes. Autrement, les acteurs peuvent être filmés réellement dans l'eau, ou alors devant un fond vert. Lorsque l'on compare les deux trilogies, le constat est que Le Seigneur des Anneaux utilisait beaucoup plus d'effets spéciaux pratiques, comme avec les maquettes où il y en avait 58 pour toute la trilogie, ainsi que de nombreux costumes, maquillages et prothèses. Il y avait une volonté d'ancrer les effets et tout l'univers de la Terre du Milieu dans le réel, avec l'aide du grain de la pellicule. Malheureusement, le Hobbit ne présente aucune maquette et la grande majorité des orques et gobelins que l'on voit sont en images de synthèse. Mais pouvait-il en être autrement? Dans le contexte dans lequel les films ont été faits, c'était inévitable. Il est aujourd'hui plus facile pour un studio de dépenser beaucoup d'argent en post-production quand on peut encore faire marche arrière par le biais du numérique. Il faut savoir que d'après un des superviseurs chez Weta, 25% du dernier film présente des plans entièrement créés par ordinateur en post-production, soit un quart du film. Un tournage est censé être un marathon, mais Le Hobbit était en réalité un sprint pendant 4 ans. Peter Jackson a toujours plus ou moins opéré de cette manière, mais je pense que Le Hobbit a clairement montré les limites de son fonctionnement, même s'il n'est pas le principal responsable. Toutefois, il ne faut pas oublier que son expérience et son talent lui permettent tant bien que mal de nous offrir des séquences d'action qui, à défaut d'être narrativement intéressantes, sont quand même incroyablement inventives. Il y a du bon et du moins bon dans chacun des films, mais franchement en termes de mise en scène d'action, je trouve que c'est quand même largement supérieur à 99% des blockbusters qui sortent aujourd'hui. Personnellement, je pense que voyant la catastrophe arriver et que les films étaient hors de contrôle, Jackson s'est peut-être dit que le meilleur moyen de s'en sortir était de se faire plaisir une dernière fois avec des scènes d'action toutes plus improbables et absurdes les unes que les autres. Le meilleur de la bataille des 5 armées est dans la version longue avec cette séquence de chars absolument dingue. C'était peut-être un moyen de défense de sa part pour combler les trous de 3 films complètement morcelés, en particulier les 2 derniers. En fin de compte, la quantité démesurée d'effets visuels dans la trilogie peut à la fois être perçue comme une nécessité, avec les contraintes de temps, et une volonté, en voulant repousser les limites technologiques. L'influence d'Avatar et de Tintin est évidente dans le parti pris du tout numérique, sauf que leur histoire justifiait totalement ce parti pris esthétique, ce qui n'est pas nécessairement le cas du Hobbit. Car si Le Seigneur des Anneaux est une histoire mythologique, le Hobbit peut davantage être perçu comme un conte, pour enfants qui plus est, ce qui pourrait justifier cette ambition esthétique différente. Est-ce qu'on jugerait les effets du Hobbit aussi sévèrement s'il n'y avait pas eu Le Seigneur des Anneaux avant? On a bien vu dans cette vidéo que l'apport du relief et du 48 images par seconde peut avoir le défaut d'empêcher le recours aux effets spéciaux old school, comme on aimerait peut-être en voir plus souvent. Mais d'un autre côté, ça permet aussi d'expérimenter avec les nouveaux outils cinématographiques et découvrir de nouvelles façons de faire du cinéma. En ce sens, un peu à la manière de George Lucas avec sa prélogie Star Wars, peut-être que Peter Jackson a souhaité une approche différente et plus expérimentale des effets visuels pour voir jusqu'où il pouvait aller. Après tout, le meilleur moyen de connaître ses limites est peut-être de les franchir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la trilogie du Hobbit, de ses effets spéciaux, de son relief ou même du HFR.